crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer l'édition 2022 des Strade Bianche, cette classique italienne qui ne cesse de gagner en popularité et puis surtout en niveau. Elle est placée au début de la saison et le plateau est à chaque fois plus relevé, elle attire les plus grands coureurs du monde, il n'y a qu'à voir le palmarès des Strade Bianche, il n'y a que des grands noms, notamment Fabian Cancellara qui l'a gagné 3 fois, Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Michal Kwiatkowski, Zdeněk Stybar, que des classic men. Et cette année, on avait encore un plateau très relevé avec la présence de Julien Alaphilippe, mais aussi de Kasper Asgreen, d'Alejandro Valverde, de Tadej Pogačar. Il y avait vraiment du monde. On peut aussi citer des Jonathan Narvaez, des Pello Bilbao. Il y avait du monde sur cette édition 2022 des Strade Bianche, avec évidemment ces routes blanches si caractéristiques. Et cette édition, on a encore assisté à une grande édition de la classique italienne avec le sacre de Tadej Pogačar, l'ogre, le nouveau cannibale slovène. Je ne sais pas si c'est lui le successeur d'Eddy Merckx, mais clairement, c'est un cannibale, il gagne tout, il ne laisse rien aux autres, il a soif de victoire, il a faim et il n'a pas peur de tenter des raids absolument improbables et fous. Victoire donc du Slovène qui s'impose à nouveau dans une classique après avoir déjà remporté l'année dernière Liège et le Tour de Lombardie. Il est absolument fou ce coureur, il est juste trop fort, il est surprenant, il peut gagner sur tous les terrains, il est tellement complet, c'est absolument sensationnel parce que on le sait, Pogačar en petit comité sur un sprint, il peut gagner, il l'a montré à Liège. Sur des classiques longues et difficiles comme le Lombardie, il peut gagner. Il peut faire péter tout. Sur du contre-la-montre, il peut gagner. En montagne, c'est le plus fort. Il est fantastique ce coureur. C'est le coureur le plus complet du monde en ce moment, il n'y a rien à dire. Et là, ce qu'il a fait, c'est encore fou, quoi. On le sait qu'il est capable de prendre des risques, qu'il n'a pas peur de tout perdre, mais c'est aussi peut-être parce qu'il se sent fort et qu'il sait qu'il n'y a personne qui va être capable de le suivre. Mais parce que là, il se barre quand même seul à 50 km de l'arrivée. C'est complètement fou. Alors, il y a eu une première attaque de Julien Alaphilippe après sa chute. Mais je ne vais pas revenir sur la chute de Julien et Pogačar aussi qui est tombé. La chute de Julien est quand même grosse et tout, mais donc après cette chute, Julien place une attaque dans le dernier gros secteur de route blanche, et dans une portion descendante, dans une portion où on l'attend pas forcément, le Slovène insiste, et il y a personne qui prend sa roue, et personne ne le reverra. Et comme juste avant ça a déjà pété et qu'on ne se retrouve qu'avec les gros bras, et comme ça se passe souvent dans les classiques, c'est à l'initiative de celui qui est le plus fort, parce que c'est un avantage parce que derrière, il n'y a pas vraiment de poursuite qui se met en route, parce que dans un groupe où t'as du Alaphilippe, où t'as du Valverde, où t'as du Kasper Asgreen, où t'as du Pello Bilbao, du Narvaez, du Quinn Simmons, mais personne va rouler l'un pour l'autre. Donc, il en profite, Pogačar, il prend jusqu'à 1,40 d'avance. Alors il y avait Carlos Rodriguez qui était intercalé mais qui ne reviendra jamais, et derrière tu te retrouves finalement avec des coureurs comme Kasper Asgreen, Narvaez, Tim Wellens, Valverde et Quinn Simmons, mais qui se rapproche un petit peu de Pogačar à certains moments, mais l'autre tu sens qu'il est en gestion en fait, et c'est complètement fou ce qu'il arrive à faire parce qu'il prend jusqu'à 1,40 d'avance. On voit qu'il y a un secteur hyper, mais en fait il est en gestion, parce que dans celui d'après il reprend du temps, il en perd plus, et il finit par s'imposer avec 40 secondes d'avance au bout d'un raid fou, parce que c'est fou de partir seul avec des mecs en chasse sur des secteurs qui sont difficiles, où t'as des portions où t'es seul dans le vent, ou sur des routes longues où il n'y a pas de virage et tout, où tu te dis qu'un homme seul sur un groupe où tu passes des relais, tu perds du temps plus facilement, et lui il a pas peur d'y aller, et c'est ça qui fait plaisir et qui est absolument incroyable avec ce coureur, parce que on est même plus surpris en fait, on sait que Pogačar, s'il a les capacités d'attaquer, il va le faire, on l'a vu sur le Tour de France, on l'a vu sur le Lombardie, on le voit à longueur de temps, il n'a pas peur de ça. L'année dernière sur Tirreno Adriatico, quand il prend en chasse Mathieu Van Der Poel pour le reprendre, c'est un peu le même principe, il s'en fout d'être à 30 km de l'arrivée, c'est un grand malade, c'est un grand fou, et c'est à la fois rafraîchissant et génial de voir ça de la part d'un cycliste, parce que c'est vrai
qu'on avait l'habitude ces dernières années jusqu'à l'émergence des Wout van Aert, Alaphilippe, Van der Poel, Pogačar. On avait vraiment un cyclisme cadenassé à la Sky, on va dire. Voilà, on attend, on met le train jusqu'à 3 km du col, puis on attaque, quoi, grosso modo. Et là, c'est vraiment rafraîchissant de voir ça, même des Primož Roglič, ça prend des risques maintenant. Enfin, c'est vraiment génial de voir ces mecs-là qui n'ont pas peur de perdre. Alaphilippe, c'est un risque tout. Enfin, faut voir comment il gagne les deux championnats du monde. C'est aussi un grand malade dans sa tête. Là, malheureusement, Alaphilippe, je pense qu'il s'était pas remis de sa chute et on l'a tout de suite vu quand il s'est mis à la planche pour Casper Asgreen. Il avait pas les jambes. On va voir comment ça répondra du côté de Tirreno Adriatico pour le français. Mais voilà, la prestation de Pogačar, elle est fantastique, et c'est aussi la victoire d'un cyclisme un peu d'époque, d'une autre époque, où les mecs n'hésitaient pas à partir à 70, 80 bornes de l'arrivée et s'envoyer des contre-la-montre monstrueuses seuls. C'est vraiment, ça vient d'un autre temps ce qu'a fait Pogačar, et c'est assez fou de le voir, quoi. C'est de le voir évoluer, parce que vraiment il est incroyable, ce type est fou, et il a déjà à 22 ans un palmarès, mais c'est colossal, quoi. C'est colossal le palmarès qu'il a. On le rappelle, 2 Tours de France, 2 fois le meilleur grimpeur, 2 fois meilleur jeune, des tours d'une semaine dans tous les sens avec Tirreno Adriatico, le Tour de Californie, enfin, je veux dire 9 étapes de Grand Tour déjà, 2 monuments, enfin, qui peut arrêter Tadej Pogačar? C'est ça le truc en fait, mais qui peut? Parce que quand il est comme ça, et on le voit en forme comme ça sur des classiques, mais tu te dis, mais le mec est imbattable. Parce que là, il attaque même pas dans une portion montée, il attaque dans une portion descendante, et sur le vélo, c'est un mec qui est hyper adroit, hyper à l'aise. Il n'a pas peur d'y aller, et de s'engager, de prendre les risques, quoi. Donc là, il les a tous mis à l'amende, et derrière, ils n'ont pas réussi à le suivre, quoi. Il n'y a personne pour suivre la fusée Pogačar, quoi. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de se dire que le mec, il a pas peur de, entre guillemets, tout perdre, quoi, parce que peut-être que cette course, il aurait peut-être gagné en attaquant dans la montée finale de Sienne, peut-être en attendant. Mais non, lui, il le pense différemment, son cyclisme, il se dit là, j'ai les jambes pour y aller, et ben j'y vais, et puis s'il y a des gens qui me suivent, bah c'est bien, de toute façon je suis fort et c'est pas forcément mal, et puis de toute façon j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. Il se dit pas, ouais, je vais garder des forces pour après, parce que il va pas forcément suivre son compteur, son capteur de puissance, et dire, ah oui, non, là j'ai mis trop de watts là, donc je pourrais pas les mettre à la montée après. Non, lui c'est un grand malade à 50 bornes, à fond jusqu'à l'arrivée, quoi. Enfin, non, mais complètement ahurissant, hallucinant, et même de maturité dans la maîtrise de sa course, parce que 50 km tout seul, c'est long, il y avait encore des secteurs, il y avait encore des portions descendantes et tout, et on a vu qu'à certains moments, il ralentissait un petit peu la cadence, il perdait du temps, il en reprenait par la suite, il limitait la casse sur d'autres secteurs, donc vraiment dans la construction de sa course, c'est calculé, quoi. En fait, tu te dis qu'il fait pas n'importe quoi, il dit pas, ouais, 50 km, je le sens, et puis de toute façon, je verrai ce qui se passe. Non, après, il a les écarts, il maîtrise ses écarts, il sait parfaitement comment son corps réagit, ce qu'il est capable de produire, et il écrase tout le monde. Et encore cette saison, j'ai du mal à voir qui va lui résister, parce que à chaque fois qu'il se présente sur une course, mais t'as l'impression qu'il la gagne, et qu'il n'y a que lui pour la gagner, quoi. À chaque fois, c'est le favori de la course. Enfin, c'est complètement fou. Le Tour de France, il va être favori. En fonction des parcours des autres classiques, il va être favori. Enfin, je veux dire, le mec est suprême, le mec est fou. Et derrière, alors j'ai même pas parlé de ce qui se passait derrière, parce que t'as envie de ne te concentrer que sur la performance de Pogačar, qui sort complètement du rationnel, parce que c'est irrationnel, ce mec est irrationnel. Mais derrière, t'as Valverde qui a presque 42 ans, devient le plus vieux cycliste à faire podium d'une Classic World Tour, et la performance est folle. Voilà, alors lui, c'est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Casper Asgreen, 3ème derrière, très bonne course de Casper Asgreen, parce que c'est un parcours qui est compliqué, c'est pas forcément le type de parcours je misais pas forcément sur lui. Après, c'est vrai qu'il est extrêmement fort, et qui est...
ce mec me surprend et je suis surpris de sa 3e place. Honnêtement, je m'attendais pas parce qu'il y a quand même des grosses portions montantes, un peu de grimpeur avec du dénivelé et tout. Et voilà, alors oui, il craque à la fin sur la montée de Sienne et tout, lâché par Valverde, ce que je trouve au fond logique. Mais voilà, je suis surpris de cette 3e place. Une très très belle 3e place pour Casper Asgreen qui est déjà en forme. À voir s'il va maintenir sa forme jusqu'aux Flandriennes qui sont vraiment son terrain de jeu favori. Voilà, j'espère qu'il gardera cette forme parce qu'il faudra forcément compter sur lui sur Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, puis tout ce qu'il y a autour, hein, le Grand Prix E3, Kurn-Bruxelles-Kurn, enfin tout ce genre de choses. Derrière, alors Julien, on en a parlé, malheureusement, sa chute l'a complètement contraint. Le seul truc dont j'ai peur, c'est j'espère qu'il se sera bien remis de sa chute. On a vu là au contre-la-montre de Tirreno aujourd'hui, c'était pas fantastique, donc à voir, parce qu'on a vu les chutes sur le dos, ce que ça fait. Van der Poel, il a chuté au jeu, il s'en est toujours parmi, donc j'espère que c'est pas trop grave pour Julien. On croise les doigts, j'espère vraiment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette édition d'Estrade Bianche. Pogačar n'en finit plus de nous surprendre, et puis il nous surprendra toujours. Ce Slovène, il est complètement ahurissant, et on en prend pour quelques années. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.